Peux-tu te présenter? Ouais, tout à fait. Alors, moi, c'est Simon Timsal. Je suis intervenant dans les formations UNO, mais aussi à titre personnel, auprès de nombreuses entreprises. Ma spécialité, c'est d'accompagner sur l'intelligence artificielle générative, de l'acculturation, l'étape de découverte de ce que c'est, la détection d'opportunités. Ensuite, on va sur les thématiques, de transformation et de formation, bien évidemment. En fait, c'est un peu de A à Z, l'idée d'accompagner un client, voilà. Donc moi, c'est ce que je fais depuis 2 ans maintenant, parce que j'ai découvert l'IA dans d'autres vies, par le passé, dans d'autres vies professionnelles. Là, maintenant, je fais ça à temps plein. Alors, quand les équipes, RH d'une entreprise viennent te voir pour avancer sur, la transformation de leur entreprise liée à l'intelligence artificielle, c'est quoi les enjeux dont on te fait part dans ce genre de demandes et de projets? Alors, les enjeux, en général, c'est cette arrivée, fracassante de l'intelligence artificielle qui a été très médiatisée et qui est pas bien comprise. Donc l'un des enjeux, c'est déjà de rassurer les collaborateurs. Ça, c'est un point central et pour rassurer, c'est, pas en faisant de la câlinothérapie, mais en donnant de l'information. Donc, l'acculturation par de l'information, de la conférence, ça c'est le point, central. Et puis ensuite de former pour essayer d'envisager les perspectives positives et pas juste imaginer, la perte d'emploi, et cetera. En fait, ce qu'il faut, c'est, apporter de la valeur ajoutée, mais comprendre. Donc, on m'appelle surtout pour ça, acculturer, puis former, dans l'entreprise. Le vrai enjeu, si je puis dire, c'est qu'il y ait une connaissance, un socle qui soit le même dans toute l'entreprise pour qu'ensuite les projets puissent avancer. On n'est qu'à 2 ans de l'arrivée de l'IA générative, dans les entreprises, donc c'est le tout début. Et comment est-ce que toi tu réponds à ces enjeux-là? Pour répondre à cet enjeu, comme je te le disais, il faut s'adresser, à tous les collaborateurs par un message qui peut être compréhensible. Donc, moi, j'ai écrit une conférence, qui s'introduit par, le prisme de la pop culture, quelque chose dont tout le monde est au courant. On a tous vu des films, des séries, et cetera. C'est un angle qui permet d'entrer, en fait, sur cette thématique et puis ensuite de parler société, métier, enjeux individuels en tant que citoyen, mais aussi en tant que professionnel. Et une fois qu'on les a attirés, avec cette thématique pop culture, on est un peu plus à l'aise sur la thématique. Donc voilà, ça c'est le point d'entrée en fait, c'est d'y aller humainement, sincèrement, et pas que sur de la technique. Voilà. Et ensuite, bah, le plus simple, ça reste toujours de déployer de l'IA et de tester sur des cas métiers. Donc, je pourrais te citer des milliers d'exemples. En fait, dès qu'on applique à son métier, ça devient beaucoup plus concret et beaucoup moins abstrait. Donc toi, tu procèdes en général en 3 étapes. Il y a l'étape d'acculturation dont tu as parlé, une étape où tu fais des ateliers pour détecter ce que tu appelles des opportunités et ensuite, si besoin, des formations, métiers. On va entrer dans le détail, mais est-ce que tu peux résumer comment fonctionnent ces 3 étapes? Ouais, tout à fait. L'étape d'acculturation, on va commencer en discutant avec les équipes RH, en travaillant sur le sujet de savoir quel est le niveau d'information dans l'entreprise. Ça, c'est un sujet qui est important du côté RH, c'est de savoir est-ce que c'est un public qui est plutôt favorable ou défavorable à l'intégration de l'IA, pour moi me permettre de savoir à qui je m'adresse et donc de faire d'adapter un peu la conférence et le niveau d'acculturation. Ensuite, on va faire des ateliers. Le top, c'est métier par métier pour détecter les opportunités, quelles sont les tâches chronophages, quels sont les projets qui n'ont jamais pu voir le jour parce il y avait des coûts qui avaient l'air d'être trop élevés. En fait, on va essayer de détecter tous les blocages qu'il y a dans l'entreprise. Et une fois qu'on les a détectés, avec mon regard IA génératif et les échanges avec les professionnels métiers, en fait, on va pouvoir détecter si on peut faire quelque chose, s'il y a une étincelle qui se fait. Euh, Si je peux donner, est-ce que c'est peut-être le moment pour donner un exemple? Peut-être, je vais donner un petit exemple avec des auditeurs internes, par exemple. Moi, je connais pas ce métier, mais par contre, je sais traiter des documents avec de l'IA. Donc c'est à cette étape-là qu'on voit que nos 2 univers se chevauchent et on détecte les opportunités pour enfin, faire des ateliers où on va, résoudre le problème, s'emparer de l'opportunité et après là, il y a un sujet qui est passionnant, c'est de savoir, 2 choses, c'est est-ce qu'on le déploie tout de suite ou est-ce qu'on prend un peu de temps pour y réfléchir et voir au niveau stratégique, qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on a découvert? Si je reprends cet exemple de dossier, voilà, maintenant qu'on sait qu'un dossier peut être traité, 2 fois plus vite, est-ce qu'on s'y précipite ou est-ce qu'on prend un peu de hauteur? Je suis plus favorable à l'idée de prendre un petit peu de temps pour souffler, prendre un peu de hauteur. Comme ça, on a l'équipe, on a toute l'entreprise ou en tout cas les équipes participantes qui sont acculturées, qui ont signifié les opportunités et les besoins qu'il y avait dans leur métier. Avec l'IA, on a vu que c'était possible et on se pose un tout petit peu pour réfléchir
est-ce qu'on le déploie partout ou pas? Parce qu'en fait, il y a des enjeux, des coûts. C'est une stratégie qui n'est pas appliquée à l'arrache, si je puis dire. C'est un peu comme l'arrivée d'Internet et le déploiement de réseaux sociaux, etc. Ça ne peut pas se faire si on n'a pas en tête des budgets, que c'est un investissement qui est assez conséquent. Et quand l'accompagnement que tu fais, il va jusqu'à la formation de population métier, que ce soit les auditeurs ou d'autres métiers, est-ce que tu peux nous donner des exemples de à quoi ressemblent ces parcours de formation? Si tu peux l'illustrer avec des métiers, c'est encore mieux. Oui, tout à fait. Alors, je vais pouvoir t'illustrer avec ce cas d'auditeur interne. Je pense que c'est un cas qui est plutôt technique, parce qu'en fait, quand on fait de l'audit interne, notamment en assurance, on a des spécificités métiers très précises, de nouvelles technologies, par exemple, avec des normes et des informations, des expertises métiers extrêmement spécifiques. Donc là, la formation, on a détecté qu'ils traitaient énormément de dossiers et qu'ils devaient les comparer entre eux. Moi, j'ai découvert des expertises métiers, notamment les gap analysis. Donc, en fait, on doit comparer des dossiers dans 2 états différents pour voir la différence qu'il y a entre les deux corpus, on va dire, les 2 documents. Et en fait, ces documents peuvent avoir 20, 30, 50, mais parfois 100 pages, et il peut y en avoir plusieurs. Et les comparer, ça prend énormément de temps. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un premier atelier qui aborde comment bien utiliser l'IA générative, décontextualiser de cette question de gap analysis d'audit interne pour comprendre les fondamentaux, les bases, comment la donnée est traitée, comment une IA générative elle réfléchit, c'est quoi un prompt, etc. Quels sont les fondamentaux. Et très vite, une fois que ces fondamentaux sont compris, on va prendre un document et s'assurer d'utiliser la bonne version des IA génératives qui respecte la sécurité des données d'ailleurs, et l'appliquer directement à un cas. En général, j'aime bien demander qui s'est passé la semaine dernière ou la semaine d'avant. Alors, ça a son lot de frustration parce que, imagine un auditeur interne qui fait une analyse de document en 1 heure, alors que ça lui a pris peut-être 2 jours, il y a encore un instant. C'est assez intéressant parce que c'est une bonne frustration. Cette formation-là, elle donne envie de passer le cap, se dire, OK, semaine prochaine, j'arrête de perdre du temps dans des tâches à faible valeur ajoutée, je pratique. Donc, tu vois, dans ce processus-là de formation, ce qui est important aussi, comme j'essaie de le dire là, c'est qu'en fait, il faut que les formés, les apprenants restent autonomes par la suite, surtout pas de créer une relation de dépendance, parce que les IA génératives, elles se mettent à jour très souvent, très régulièrement, ça va très vite. Donc, c'est pour ça que sur les ateliers les plus riches et les plus complexes qu'on met en place, notamment avec Youno, ce que j'invite à faire et ce qu'on a mis en place, c'est des livrables qui sont structurés et qui permettent de remettre le nez dedans et de ne pas systématiquement refaire appel à moi, mais d'avoir un document que je crée, que je fournis pour s'y retrouver. Zut, je veux créer avec une IA générative un assistant qui m'accompagne à l'analyse de documents. J'ai un doute, j'ai une question. Plutôt que de ne pas réussir à le refaire, il y a des documents opérationnels qui permettent de remettre le nez dedans, de comprendre les enjeux, la sécurité. Et puis, enfin, voilà, le sujet de veille. Alors ça, c'est quelque chose sur lequel je discute souvent avec mes clients et puis avec Youno, on en parle aussi. Ce sera le prochain grand challenge, c'est comment gérer les mises à jour systématiques. Et ça c'est une grande question. J'ai réfléchi un peu, mais je pourrais en parler pendant des heures, donc je vais essayer de rester le plus concis possible. Est-ce que tu as un conseil pour les entreprises qui nous écoutent et qui s'apprêtent à intégrer l'IA dans leur process et dans leur métier? Si je pouvais donner un conseil, la première couche à appliquer, on va dire, c'est l'acculturation et à ne pas sous-estimer. Parce qu'en fait, énormément de collaborateurs vont avoir peur, vont être enthousiastes et ça peut être un peu chaotique. Là, le moment où là où on discute, on va arriver en plein été. Il va y avoir le mois d'août qui va arriver où il va y avoir beaucoup de vacances. Et en septembre, sûrement que des entreprises, peut-être même concurrentes, vont commencer à parler d'IA et se positionner. On pourrait avoir envie de se précipiter, de dire vite, il faut que mes équipes soient formées et déploient, mais l'étape d'acculturation, elle est importante pour ensuite prendre des bonnes décisions long terme. Donc moi, je dirais, prendre de la hauteur, c'est quelque chose qui est très important. C'est ce qu'on essaye de faire en accompagnant. Et puis, si je peux rebondir avec un deuxième conseil, avec lequel je clôture la conférence, c'est avant même de penser IA générative appliquée au métier, le plus simple pour progresser, c'est de l'appliquer à son plaisir et à son divertissement. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé, à vouloir m'amuser à fabriquer mes jeux de société, de la bande dessinée, des histoires,
fabriquer des contenus et des productions pour mes amis. Et en fait, quand on s'amuse, je vais pas en formation, je dis rien d'étonnant, mais il faut absolument pas que ça devienne la contrainte, que l'IA générative devienne l'outil de surveillance des pratiques, que ça devienne l'outil pour faire les dossiers contraignants. Ça peut être aussi l'outil pour s'amuser. C'est le meilleur moyen de suivre les mises à jour et l'actualité sans contrainte. Je donne un exemple. Alors, normalement, là, on fait la vidéo, ça ne devrait pas être un exemple obsolète vu le timing. Par exemple, il y a l'intelligence artificielle qui s'appelle Udio, U-D-I-O, qui permet de faire de la musique et des chansons de ultra haute qualité. Elle va peut-être pas servir pour beaucoup de gens qui nous écoutent dans le métier, mais par contre, ça peut être extrêmement intéressant de s'habituer au prompt, à la compréhension de ce qu'est une intelligence artificielle, de pratiquer en s'amusant, en simplement faisant une musique pour un anniversaire. Et ce genre de détails, voilà, on est sur des technologies où il faut s'en emparer et prendre plaisir. Je ne sais pas si je parle longtemps, mais je voulais exprimer ces 2 points. Est-ce que dans tout ce dont on a parlé, on a peut-être oublié d'évoquer un point important à tes yeux, ou tu veux aborder un point supplémentaire que tu trouves important pour l'audience, notamment RH qui nous écoute? Alors, sur la question du RH, il va y avoir bien évidemment les outils IA pour les experts métiers, mais pour les RH, c'est quelque chose qui est hyper utile aussi. Du coup, je vais donner un petit exemple de comment est-ce qu'un RH peut peut-être s'en servir d'une manière, à mon point de vue, extrêmement efficace, même si je crois que c'est des sujets que tu traites pas mal. Mais là où je vois l'intelligence artificielle comme un outil très puissant, c'est dans sa capacité à être assez neutre et à nous aider à comprendre les autres. Donc, en fait, moi, quand je rencontre quelqu'un d'un autre métier que le mien, je me sers de l'intelligence artificielle pour intégrer ces concepts, ces mots-clés, comme un traducteur de problématiques. Ça augmente ma capacité à comprendre les autres en modifiant des mots techniques pour que je les comprenne, etc. Et ce que je trouve assez fou pour les RH, c'est cette capacité à pouvoir aider sur des métiers très techniques et à mieux comprendre les enjeux. Donc voilà, il ne faut absolument pas laisser l'intelligence artificielle que pour les autres collaborateurs, mais soyez pas les cordonniers mal chaussés, quoi.